un plaisir de présenter mon collègue Julien Destous, qui travaille donc au CHUM dans le service de médecine interne depuis 2020, après avoir complété une spécialisation à Ottawa dans le domaine de la thrombose, son sujet d'intérêt étant principalement la thromboembolie veineuse. Julien, c'est un enseignant extraordinaire. D'ailleurs, les résidents l'ont reconnu. Ils lui ont donné, il y a quelques années, le prix du meilleur enseignant. Et Julien est très impliqué avec tout ce qui concerne l'anticoagulation dans notre institution et est actuellement, en fait, le président du comité de l'anticoagulation. Alors, c'est la bonne personne pour nous parler de la gestion des saignements. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Julien. Merci, Dr. Roussin, pour l'introduction. Merci à tout le monde d'être ici. C'est vraiment un plaisir. Je remercie aussi le comité organisateur et scientifique pour l'invitation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Voici donc les objectifs qui m'avaient été donnés en lien avec la présentation. Vous les avez reçus. J'aimerais juste ajouter qu'on va mettre l'emphase sur les anticoagulants en route directe. En fait, on va parler exclusivement de cette classe d'anticoagulants ce soir. Pour répondre aux objectifs, on va définir les segments, discuter un peu de l'épidémiologie des segments majeurs, puis de la prise en charge d'un segment majeur sous anticoagulant. C'est la portion qui va prendre le plus de temps ce soir. Et on va aborder la reprise de l'anticoagulation par la suite. Pour nous aider là, à naviguer dans ce sujet-là, je vous propose de suivre 2 cas cliniques au fur et à mesure que la présentation avance. On va avoir des éléments de réponse là, pour nos 2 cas cliniques. Donc, je vous les présente. Notre premier cas clinique est un homme de 72 ans sous rivaroxaban 20 mg une fois par jour pour une embolie pulmonaire non provoquée, diagnostiquée il y a 2 mois. Il se présente à l'urgence d'un centre hospitalier pour une douleur abdominale. Les signes vitaux initiaux montrent une tension abaissée avec 90/55, une fréquence cardiaque élevée à 105. L'hémoglobine initiale là, faite à l'urgence cette fois-ci est à 115, alors que vous avez un comparatif, là, une hémoglobine à 145 il y a 2 mois lors de son événement thromboembolique veineux. La créatinine est légèrement plus élevée aujourd'hui à 105 alors qu'elle était à 80 à sa base. Un scan abdominopelvien demandé rapidement démontre un hématome rétropéritonéal important avec une suspicion d'un saignement actif. Notre deuxième cas clinique, c'est une femme de 80 ans qui a une fibrillation auriculaire, un CHAD 65 à 4 pour l'âge, l'hypertension et un AVC dans le passé. Elle est présentement sous apixaban, 5 mg 2 fois par jour. Elle se présente à l'urgence pour une hématurie macroscopique depuis 48 heures. Ses signes vitaux, son examen physique est sans particularité et les bilans paracliniques initiaux que vous avez démontrent une hémoglobine à 130, ce qui est stable pour cette patiente, ainsi qu'une créatine à 80, ce qui est aussi stable pour elle. L'analyse d'urine démontre beaucoup de globules rouges là, à la microscopie. On va suivre ces 2 cas-là tout au long de la présentation là, pour nous aider à faire un peu plus de sens avec qu'est-ce qu'on fait quand il y a un saignement. Quelques définitions pour commencer. Donc, les saignements majeurs dans un contexte non chirurgical ont été définis là, par la Société internationale de thrombose et d'hémostase il y a déjà plusieurs années. La définition, donc c'est un saignement qui répond à un des critères suivants ou plusieurs. Donc, un saignement fatal, un saignement symptomatique dans un organe ou un site critique, ou un saignement avec une diminution d'une hémoglobine d'au moins 20 grammes par litre ou qui nécessite une transfusion d'au moins 2 kg globulaires. Les sites ou organes critiques qui sont définis sont habituellement les sites intracrâniens, intraspinal, intraoculaire, rétropéritonéal, intra-articulaire, péricardique ou intramusculaire avec syndrome du compartiment. Une autre définition importante à connaître est le saignement non majeur cliniquement significatif, qui sont définis encore une fois par la Société internationale de thrombose et d'hémostase comme des signes ou symptômes hémorragiques, mais qui ne remplissent pas les critères de saignement majeur que nous venons de voir précédemment, mais qui rencontrent un des critères suivants. Donc, un saignement qui nécessite une intervention médicale par un professionnel de la santé, une hospitalisation ou une augmentation de l'intensité des soins, ou qui nécessite une évaluation médicale en personne. Par la suite, vous avez les saignements mineurs qui ont une définition moins formelle, mais qui sont habituellement des saignements limités. Des exemples rapportés peuvent être des ecchymoses, un saignement en lien avec des hémorroïdes ou des épistaxis. Donc, si on revient à nos cas cliniques,
notre homme avec l'embolie pulmonaire récente présente un saignement majeur dans un site critique rétropéritonéal avec une instabilité hémodynamique et une diminution significative de l'hémoglobine. Le cas clinique numéro 2 de notre femme avec une hématurie est un saignement cliniquement significatif, mais qui ne remplit pas les critères de saignement majeur. Maintenant, remontons un peu dans le temps pour l'épidémiologie et pour la comparaison. Donc ici, c'est des données pour la warfarine. C'est une étude de cohorte populationnelle, donc en Ontario, qui a évalué des patients entre fin des années 90 jusqu'en 2008. Et on a 125 000 patients inclus qui avaient débuté de la warfarine pour une fibrillation auriculaire. Puis on a évalué le nombre de saignements durant la période de traitement. Première chose intéressante à noter, c'est l'incidence cumulative. Donc, à 30 jours, 1 % des patients avaient présenté un saignement. À 1 an, c'était 4,1 % des patients et à 5 ans, c'était 8,7 %. On peut rapporter ça là, en taux d'hémorragie par % par personne année. Donc, dans les premiers 30 jours, on avait 11,8 %. Puis pour le reste des 5 années suivies, on avait 3,4 %. Donc, pour un taux d'hémorragie sur les 5 ans de 3,8 % par personne année, c'est les données avec la warfarine, des données plus anciennes. Vous voyez ici, dans le bas de l'image, le type d'hémorragie, les hémorragies intracrâniennes qui sont ceux qui nous font le plus peur et qui ont le plus de conséquences. C'était 0,2 % par patient année. Qu'en est-il maintenant des anticoagulants oraux directs qu'on utilise depuis déjà plusieurs années? Je vous mets ici à peu près les chiffres qui sont retenus pour les taux de saignement majeurs. C'est des données d'études randomisées de phase 3 qui ont évalué les anticoagulants oraux directs versus la warfarine dans les deux indications, donc de prévention d'AVC en fibrillation auriculaire ou en thromboembolie veineuse. Si vous regardez le taux annuel de saignement majeur pour le rivaroxaban, dans les études de prévention d'AVC en fibrillation auriculaire, on avait 3,6 % et c'était 1,4 % pour l'apixaban. Dans les études de randomisées de phase 3 qui ont étudié les mêmes molécules par rapport à la warfarine pour le traitement de la thromboembolie veineuse, on avait un taux qui était plutôt rapporté sur la période de traitement, qui était d'environ 6 mois. C'était 1,1 % pour le rivaroxaban et 0,6 % pour l'apixaban. Plusieurs études là, ont permis de comparer les saignements entre les anticoagulants oraux directs et la warfarine. Ici, c'est une revue publiée récemment en 2023 qui est un peu plus graphique là, avec des flèches pour montrer est-ce que c'est des saignements qui sont moins ou plus élevés. Vous avez dans l'article, je vous ai mis la référence, mais les taux absolus, là, si ça vous intéresse. Lorsqu'on regarde les études randomisées, c'est la portion du haut. Donc, la chose qui frappe le plus et ce qui est le plus reconnu, les évidences sont assez fortes et la diminution des saignements, du risque de saignement intracrânien qui est présente pour tous les anticoagulants oraux directs là, par rapport à la warfarine. L'autre chose peut-être à mentionner est l'augmentation des saignements digestifs. Il y avait 3 anticoagulants qui avaient plus de saignements digestifs majeurs par rapport à la warfarine. C'était le dabigatran à la dose de 150 mg, le rivaroxaban et le doxaban à la dose de 60 mg. Dans la portion du bas de l'image, vous avez les données de la vraie vie. Les études randomisées contrôlées ont parfois des données un peu différentes, étant donné la population plus sélectionnée. Les évidences là, des données de la vraie vie sont comparables à ceux des études randomisées avec une diminution du risque de saignement intracrânien pour tous les anticoagulants directs. Par rapport à la warfarine, on retrouve la même augmentation de saignement digestif avec le dabigatran et le rivaroxaban. Vous avez ici le même genre de données lorsqu'on regarde plutôt les études qui ont comparé les anticoagulants oraux directs et la warfarine pour les traitements de une thromboembolie veineuse aiguë. Encore une fois, quand on regarde la portion du haut avec les données des études randomisées contrôlées, on a une diminution du risque de saignement intracrânien pour tous les AOD lorsqu'on les compare avec la warfarine. Et on retrouve aussi l'augmentation des saignements digestifs majeurs, principalement avec le dabigatran dans ces études randomisées contrôlées-là. Les données d'études de la vraie vie sont comparables avec les résultats des études randomisées contrôlées. Une chose intéressante à mentionner, on a vu qu'il y avait
moins de saignements, du moins moins de saignements intracrâniens avec les anticoagulants oraux directs. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un saignement? Une revue systématique avec méta-analyse là, qui a étudié les patients qui étaient sous anticoagulants oraux directs par rapport aux patients sous warfarine pour de la fibrillation auriculaire ou un thromboembolie veineuse aiguë avec un traitement de plus que 3 mois. Ce qu'on remarque, vous avez la première ligne et le taux de létalité, donc les risques de décéder d'un épisode de saignement majeur. Le taux de létalité avec les anticoagulants oraux directs était de 7,57%. L'intervalle de confiance supérieur allait jusqu'à 8,68%. Pour la warfarine, vous aviez 11,05% avec un intervalle de confiance inférieur à 9,7%. Donc, il y avait une différence statistiquement significative de la létalité entre les deux groupes. Le taux de saignement fatal par 100 patients année était de 0,16 pour les anticoagulants oraux directs et 0,32 pour la warfarine, avec un risque relatif de 0,53, donc 50% de chance de ne pas décéder, 50% de réduction du risque de décéder d'un saignement majeur. Tout ça, à noter que c'est des données publiées en 2015. Donc avant quand on avait moins d'expérience avec les anticoagulants oraux directs, mais aussi avant la venue de renversement spécifique pour ces agents. Donc déjà là, on avait un avantage des anticoagulants oraux directs par rapport à la warfarine. Par contre, 7,57% de létalité, ça reste beaucoup. Le taux de saignement fatal est quand même élevé, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux avec différents agents, mais déjà, on peut avoir un avantage d'utiliser ces molécules plutôt que la warfarine. Maintenant, passons à la portion qui devrait nous prendre le plus de temps, nous occuper le plus aujourd'hui. Avant de commencer l'algorithme que je voulais vous présenter, juste mentionner sur le site de Thrombose Canada, il y a plusieurs ressources qui sont intéressantes, des guides cliniques, mais aussi des outils cliniques. Vous avez un outil clinique pour la prise en charge des saignements. Je vous ai mis l'image ici, elle est seulement en anglais parce que la traduction n'est pas encore disponible, mais j'ai cru comprendre que la traduction serait bientôt disponible en français avec cet algorithme-là. Vous pouvez entrer différentes caractéristiques du patient et l'outil clinique vous donne une prise en charge suggérée. Donc, voici la prise en charge que je vais discuter. On va passer à travers cet algorithme ensemble au cours des prochaines diapos. Lorsque vous avez un patient qui se présente pour un segment et qu'il utilise un anticoagulant oral direct, la première étape serait de déterminer la sévérité du segment. J'ai mis les segments mineurs sur le côté. Habituellement, les segments mineurs, on peut poursuivre l'anticoagulation, on fait un suivi clinique, s'assurer que les segments se tarissent ou que l'état clinique du patient reste stable. Par contre, si vous avez un segment majeur ou un segment cliniquement significatif, c'est à ce moment qu'on devrait considérer et arrêter l'anticoagulant oral direct. Puis ensuite, notre prise en charge devrait se faire sur 3 fronts, mais en fait, on va travailler un peu parallèlement afin que les choses aillent rapidement pour les patients. On va passer à travers chacun des 3 éléments de la ligne du bas séparément. Donc, si on commence par cette première partie, une évaluation clinique est nécessaire. Je ne vais pas m'étendre sur la prise en charge initiale et la stabilisation hémodynamique. Une des choses sur lesquelles j'aimerais passer plus de temps est le moment de la dernière dose de l'anticoagulant oral direct. Ensuite, pour le bilan initial, donc nécessairement une formule sanguine, une fonction rénale avec un suivi sérié s'impose. Je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus. Je vais surtout discuter du dosage des anticoagulants oraux directs. Puis finalement, un support transfusionnel lorsqu'indiqué. L'effet donc de l'anticoagulant, c'est important de déterminer est-ce qu'on a un effet ou non de l'anticoagulant chez le patient qui se présente avec un saignement. Une des façons de se faire est de statuer, de déterminer le moment de la dernière prise de l'anticoagulant oral direct. On a des temps de demi-vie bien décrits pour chacune des molécules qu'on utilise. Attention parce que la fonction rénale et la fonction hépatique peuvent influencer les temps de demi-vie. Donc, chez les patients qui arrivent avec une atteinte rénale ou hépatique importante, ces temps de demi-vie-là pourraient être allongés. Quand on regarde, là, les temps décrits sont des intervalles. 10 heures semble à peu près un intervalle moyen pour la plupart des anticoagulants directs et on sait que
On a une résolution complète de l'effet d'un médicament lorsqu'on a passé 5 demi-vies, donc une cinquantaine d'heures, 2 jours habituellement. Lorsqu'on s'approche de ces temps-là, on sait que l'effet est moindre puis qu'on aura peut-être plus d'effet cliniquement significatif bientôt de notre anticoagulant. Une autre façon de déterminer s'il y a un effet de l'anticoagulant est de faire un dosage spécifique à la molécule utilisée pour déterminer son effet. Les seuils de ces dosages, l'effet cliniquement significatif reste incertain. On a des seuils qui sont décrits dans la littérature et qui sont globalement acceptés. Les seuils qu'on accepte habituellement sont des seuils de 50 nanogrammes par millilitre. C'est les seuils qui sont décrits par la Société internationale de thrombose et d'hémostase, le sous-comité scientifique, et c'est aussi les seuils rapportés là, dans certaines ressources comme Thrombose Canada. J'approche peut-être votre regard sur la dernière ligne, j'ai mis en rouge. Donc, vous avez les tests qu'on peut utiliser pour les 3 inhibiteurs du facteur 10 qui sont disponibles, donc l'apixaban, l'édoxaban et le rivaroxaban. On peut faire un dosage de l'activité anti-DSA calibré pour la molécule spécifique. Et si vous avez un dosage qui est en bas de 30 à 50, ça peut être un seuil qui est adéquat, vous avez probablement peu d'effets cliniquement significatifs de la médication. Si par contre c'est au-dessus de ce seuil, il y a un effet significatif de l'anticoagulant. Pour le dabigatran, qui est un antithrombine ou un antifacteur 2, il faut utiliser il y a deux tests plus spécifiques, le temps de thrombine diluée ou le temps d'écarine, avec des seuils de 50 aussi. Par contre, étant donné l'activité sur la thrombine, si vous avez accès à un temps de thrombine qui est normal, il n'y a pas d'effet du dabigatran. Si le temps de thrombine est élevé, il y a un certain effet de l'anticoagulant, même si ce n'est pas un test spécifique, ça peut être utilisé pour cette molécule-là. Maintenant, passons à la sur le deuxième front, on doit travailler, qui est l'identification de la source du saignement et le traitement local, si c'est indiqué. C'est la seule diapo que j'ai sur cet élément-là, mais c'est un élément qui est primordial. Que le patient soit anticoagulé ou pas, vous pouvez donner tous les molécules de renversement là, qui sont accessibles. Si le saignement n'est pas contrôlé localement, ça sera peu efficace. Donc, l'identification, puis ensuite la discussion avec nos collègues, par exemple gastroentérologues dans le cas d'un ulcère ou d'une rupture de varices œsophagienne, d'une discussion avec angioradiologiste si vous pensez avoir un segment artériel ou prise en charge chirurgicale, c'est primordial. Et il faut vraiment discuter avec les collègues et les autres consultants pour bien travailler de façon optimale sur ce front-là aussi. Donc, si on revient à notre cas clinique, notre premier cas clinique, donc la prise en charge initiale pour ce patient serait d'arrêter son anticoagulant oral direct, s'assurer que le patient a une stabilisation hémodynamique, une réanimation volumique adéquate, discuter avec l'angioradiologiste pour la pertinence d'indication de répéter l'examen et une embolisation pour arrêter le saignement, faire un suivi sérié de l'hémoglobine, des plaquettes, des autres paramètres hématologiques et d'utiliser les transfusions au besoin selon les cibles et les critères définis. C'est important d'évaluer le moment de la dernière dose, comme on a discuté. Chez ce patient-là, il s'est présenté à l'urgence à 13 heures et il avait pris son rivaroxaban à dose de 20 mg le matin en déjeunant, comme il faisait tous les matins, et ce qui était la bonne chose à faire en temps normal. On a demandé un dosage d'anti-DSA calibré pour le rivaroxaban qui est en cours. Dépendamment de votre centre, vous pourrez avoir un résultat plus ou moins rapidement. Au CHUM, on est très chanceux, on peut avoir les résultats très rapidement et ça peut nous aider à changer notre conduite. Ici, chez ce patient, avec une prise rapprochée de moins d'une demi-vie du médicament, on sait qu'il y a un effet cliniquement significatif de l'anticoagulant. Pour notre cas clinique numéro 2, c'est un saignement cliniquement significatif mais non majeur. On va suspendre son anticoagulant oral direct. On va discuter avec nos collègues urologues pour évaluer la source du saignement et évaluer si un contrôle local de la source serait pertinent. Par exemple, on pourrait se questionner sur l'indication de faire une cystoscopie. On va faire un suivi rapproché de ces paramètres hématologiques, l'hémoglobine, les plaquettes, et utiliser les transfusions au besoin. Maintenant, il nous reste notre troisième élément qui va être important, c'est l'utilisation de
médicaments hémostatiques qui pourraient aider à contrôler le saignement. Un mot rapidement sur l'acide tranexamique. L'acide tranexamique est un antifibrinolytique, donc surtout utile lorsqu'il y a une fibrinolyse importante, donc dans des tissus là, qui ont une haute activité fibrinolytique, là, par exemple l'oropharynx, l'endomètre. Plusieurs études qui ont démontré des bénéfices dans des situations spécifiques. Quand on parle principalement de segments, là, de situations de segment, mais dans le contexte non chirurgical, les deux principales indications seraient les hémorragies traumatiques et les hémorragies postpartum, avec des bénéfices maximaux de l'acide tranexamique lorsque c'est donné tôt après l'insulte ou l'accouchement, donc dans les 3 heures avant. Ici, j'ai des données, on a peu de données de son utilisation lorsqu'on a un segment associé à un anticoagulant oral direct. Ici, là, en 2019, une revue systématique avec méta-analyse de 50 000 patients, mais la majorité excluait les patients avec des antécédents thrombotiques, avait démontré qu'il pourrait avoir un bénéfice par rapport à une diminution de la mortalité. Un effet tout de même modeste là, avec un relatif de 0,92, dont la limite supérieure de l'intervalle de confiance est à 0,98. Il n'y avait pas eu de démonstration d'augmentation d'événements thromboemboliques veineux artériels, ce qui soit une crainte avec l'acide tranexamique. Certains autres éléments qui pourraient favoriser son utilisation, mais c'est la disponibilité, le faible coût. Deux situations cliniques où on devrait éviter l'utilisation. Les hémorragies digestives, une étude randomisée contrôlée de 12 000 patients qui ont utilisé une dose peut-être un peu plus forte là, d'acide tranexamique que dans les autres indications, mais qui n'avaient pas démontré de bénéfices et qui avaient démontré une augmentation des risques thromboemboliques. Finalement, dans les segments urinaires, il y a des cas décrits d'obstruction urétérale, donc on pourrait éviter l'utilisation dans ces contextes-là. Maintenant, on a une molécule qu'on va appeler un renversement non spécifique. Donc, ce n'est pas un antidote spécifique à nos anticoagulants directs, mais qui peut aider à renverser l'effet. J'ai mentionné que c'est surtout pour les segments lorsque le patient prend un inhibiteur du facteur 10 activé. Il pourrait être utilisé aussi chez les patients qui prennent de dabigatran, l'antithrombine, lorsque l'antidote spécifique au dabigatran n'est pas disponible. Ce sont les concentrés de complexes de prothrombine, ceux qu'on a disponibles, c'est surtout ceux à 4 facteurs. C'est un concentré de facteurs dépendant de la vitamine K, les facteurs 2, 7, 9 et 10 en forme inactive. Les données sont peu importantes. Là, en fait, on a principalement 2 études prospectives de moins de 100 patients chaque qui ont démontré des hémostases efficaces ou bonnes à près de 70% des patients lorsqu'il y avait un saignement majeur sous un anticoagulant oral direct. Dans une des études, on avait près de 10% d'événements thrombotiques cependant. Les doses qu'on pourrait utiliser, soit une dose fixe de 2000 unités, sinon des doses ajustées au poids. En saignement majeur, on utiliserait plus le 50 unités par kilogramme pour un maximum de 3000 unités. Maintenant, on a 2 antidotes ou 2 molécules de renversement spécifiques, en fait, qui sont ciblées sur les mécanismes d'action, les 2 mécanismes d'action des anticoagulants oraux directs. L'idarucizumab, qui est le renversement spécifique du dabigatran, donc un antithrombine, et l'andexanet alpha, qui est l'antidote pour les inhibiteurs du facteur 10. Commençons par l'idarucizumab. C'est un anticorps monoclonal qui va se lier au dabigatran avec une forte affinité et qui va prévenir l'interaction entre le dabigatran et la cible thérapeutique. Les indications dans la monographie de l'idarucizumab sont de l'utiliser lorsqu'on a besoin d'une neutralisation spécifique rapide de l'effet d'un patient traité avec le dabigatran dans le cadre d'une chirurgie d'intervention d'urgence ou une hémorragie non maîtrisée ou menaçant le pronostic vital. L'étude qui a démontré les effets de cette molécule, c'est l'étude REVERSE-AD publiée en 2017. C'est une étude prospective, un seul bras, qui avait évalué l'idarucizumab chez des patients traités avec le dabigatran qui avaient un segment majeur ou qui nécessitait une chirurgie urgente. En tout, 503 patients, mais 301 patients là, dans le groupe de segment majeur. La dose qui était donnée, c'était 5 grammes intraveineux, mais divisé en 2 bolus de 2,5 grammes. Et l'issue primaire qui avait été utilisée était le renversement maximal de l'effet anticoagulant selon des paramètres de laboratoire.
On avait des issues cliniques qui étaient l'étendue de saignement et la stabilité hémodynamique. L'issue clinique a juste été évaluée chez 200 patients, les 2 tiers des patients là, dans le groupe de saignement, étant donné, là, ça n'a pas pu être évalué chez les patients avec des saignements intracrâniens parce qu'on n'avait pas nécessairement l'imagerie pour statuer. Les résultats, bon, on a un renversement maximal médian de 100% de l'effet. Dans l'issue clinique, c'était 70% des segments qui avaient arrêté en 24 heures avec une hémostase médiane à 2,5 heures. Les événements thrombotiques, toujours un élément très important et qui nous intéresse beaucoup dans le cadre de ces études-là, étaient de 4,8% en 30 jours et 6,8% en 90 jours. On avait quand même des taux de reprise d'anticoagulants qui étaient jusqu'à 70% en 90 jours. Les limitations, bon, l'absence d'un groupe contrôle limite beaucoup là, notre capacité à bien interpréter ces résultats-là. Et l'interprétation d'événements thrombotiques reste toujours de savoir est-ce que c'est la molécule qui a un effet prothrombotique ou est-ce que c'est l'arrêt chez des patients à risque thromboembolique élevé. Depuis 2017, il y a quand même une utilisation importante de cette molécule de renversement. Donc, une revue systématique et méta-analyse publiée en 2023 qui regardait un peu l'utilisation qui en avait été faite, 30 études incluses. Les darucizumab étaient prescrits dans à peu près 60% des cas pour des saignements, le reste pour d'autres indications. Les résultats concordent globalement avec l'étude REVERSE-CD dont je viens de vous parler. Ce qu'on peut retenir, l'efficacité hémostatique, 77%, ce qui est concordant avec le 70% là, qui avait été noté. Les peu de ressaignements, 5,5%. Peu d'événements thromboemboliques, 2%. Par contre, une mortalité substantielle à 13,6% qui reflète probablement plus la sévérité des conditions, là, par contre. Maintenant, probablement la portion la plus intéressante là, pour ce soir, c'est de discuter de l'andexanet alpha. L'andexanet alpha, c'est un facteur 10 activé recombinant modifié inactif qu'on est lié les inhibiteurs du facteur 10 activé. La monographie, l'indication sur la monographie est de l'utiliser chez les patients adultes traités par un inhibiteur du facteur 10 activé, le rivaroxaban et l'apixaban seulement, lorsqu'on a besoin d'une neutralisation rapide de l'anticoagulant en raison d'une hémorragie non contrôlée ou mettant la vie en danger. C'est bien spécifié qu'il n'est pas indiqué pour le traitement des hémorragies liées à des inhibiteurs du facteur 10 autres que l'apixaban et le rivaroxaban. L'étude Annexa 4, qui est publiée en 2019, c'est une étude qui a évalué des patients qui se présentaient avec un saignement majeur et qui avaient reçu l'apixaban, le rivaroxaban, l'edoxaban ou de l'énoxaparine dans les 18 heures avant la présentation. Dans cette étude, 352 patients inclus, grosse majorité qui avaient utilisé le rivaroxaban, l'apixaban, c'était les patients sous edoxaban et enoxaparine étaient quasi négligeables. 64% de segments intracrâniens, puis 26% de segments digestifs. Et on a regardé des issues primaires étaient une réduction de l'activité anti-DSA qui était plus que 90%. On avait une issue clinique de l'hémostase jugée bonne ou excellente. Ça, c'était jusqu'à 80%. 10% des patients ont présenté des événements thrombotiques à 30 jours. Peut-être ce qui est à noter important, c'est la distribution de ces événements. 11 événements thrombotiques dans les 5 premiers jours, 11 événements thrombotiques dans les 6 à 14 jours post-traitement, puis 12 événements 15 à 30 jours post-traitement, et seulement 2% des événements sont survenus lors de la reprise de l'anticoagulation. Donc, la même question et le même questionnement sur le mécanisme de ces événements thrombotiques-là. Est-ce que c'est la molécule en tant que telle qui a un effet prothrombotique ou est-ce que c'est l'arrêt des traitements anticoagulants chez des patients à risque? C'est incertain. L'étude avait été publiée en 2019. On n'a pas accès là, à l'andexanet alpha actuellement au Canada de façon majoritaire. Ça a été utilisé, par contre, dans des centres aux États-Unis. En 2023, on a une étude de cohorte rétrospective qui a regardé des dossiers électroniques de patients américains. Ici, je vous présente là, les résultats. Là, c'est chez des adultes hospitalisés pour un segment dû au rivaroxaban ou l'apixaban qui avait été traité soit avec l'andexanet alpha ou les concentrés de complexe de prothrombine à 4 facteurs. On a 4300 patients, près de la moitié qui ont reçu l'andexanet alpha, l'autre moitié les concentrés de complexe de prothrombine.
dans plus de 350 institutions américaines. Dans les deux groupes, là, on avait à peu près 60% de segments digestifs, 30% d'hémorragie intracrânienne et le reste était des segments d'autres sites. Puis, moitié de segments spontanés, moitié de segments traumatiques. Ce qui est intéressant de noter, c'est quand même une issue forte là, de la mortalité intra-hospitalière, donc une mortalité assez précoce. Il y avait une diminution de la mortalité avec l'utilisation de l'andexanète alpha. Si vous regardez là, dans la colonne la plus à gauche de l'écran, donc pour tous les patients, c'était 6% de mortalité avec l'utilisation d'andexanète alpha et 10,6% avec l'utilisation des concentrés complexes de prothrombine pour un odds ratio ajusté de 0,5. Des résultats qui sont similaires dans les sous-groupes là, selon les types de segments, donc les segments intracrâniens ou les segments digestifs. Maintenant, le plus récent, pour les 3 prochaines diapositives, j'ai pris les diapositives là, fournies par AstraZeneca, là, la compagnie qui fait l'andexanète alpha pour présenter. L'étude annexe AI a été présentée au World Stroke Congress à l'automne dernier, en octobre 2023, et la publication dans le New England, en fait, c'est fait dans les dernières heures. Là, ça va être dans l'issue du New England de demain, mais elle est disponible en ligne. Donc, j'ai pu réviser j'ai pu relire la présentation en diagonale quelques minutes avant cette présentation-ci. Mais ce que je vous présente, en fait, c'est les résultats préliminaires parce que j'y avais pas accès lorsque j'ai travaillé sur cette présentation. Donc, l'étude annexe AI, c'est une étude prospective, randomisée, contrôlée, qui a évalué l'andexanète alpha chez des patients adultes qui présentaient une hémorragie intracrânienne aiguë, donc dans les 6 heures, suivant l'apparition des symptômes, et qui avaient utilisé le rivaroxaban, l'apixaban, le doxaban dans les 15 heures avant, qui avaient utilisé une dernière dose là, dans les 15 heures avant l'hémorragie. Les patients étaient randomisés dans un ratio 1:1 à recevoir l'andexanète alpha ou les soins habituels. Et l'issue primaire était l'efficacité hémostatique qui comprenait 3 éléments. En fait, on devrait avoir les 3 critères. L'augmentation du volume de l'hématome de moins de 35%, une augmentation du score NIHSS de moins de 7 et aucun traitement de secours administré. Il y avait aussi un critère, une issue secondaire d'efficacité qui était une variation en pourcentage de l'activité du facteur 10A et une issue de sécurité, les événements thrombotiques à 30 jours et la mortalité à 30 jours. Pour l'issue primaire, donc on avait une meilleure efficacité hémostatique chez les patients qui ont reçu l'andexanète alpha, donc qui était l'atteinte des 3 critères. C'était de 67% par rapport à 53,1%. Puis, l'élément important, donc les événements thrombotiques, plus d'événements thrombotiques dans le groupe andexanète alpha, donc 10,3% par rapport à 5,6%, surtout des AVC ischémiques. Si vous regardez là, la colonne d'AVC, on avait 6,5% dans le groupe andexanète alpha pour 1,5% dans le groupe de soins habituels. Donc, c'est les données préliminaires. Il va falloir voir là, en détail l'article qui vient tout juste de paraître pour avoir plus d'informations, probablement des études de sous-groupes aussi qui pourraient être intéressantes. Actuellement, l'andexanète alpha est approuvé au Canada depuis juin 2023. Il y avait déjà eu des positionnements dont l'Agence des médicaments du Canada contre le remboursement, sans qu'on ait par contre les données d'Annexa I, là, basées principalement sur les données de l'étude Annexa 4. L'INES au Québec avait mis en suspens l'évaluation, mais le dossier est rouvert, donc on va peut-être avoir une décision de l'INES. On devrait avoir une décision en fait là, prochainement pour voir, mais pour l'instant, outre l'approbation par Santé Canada, il n'est pas remboursé là, au Canada. Un des éléments majeurs est que le prix est relativement dispendieux par rapport aux autres molécules. Les différentes doses qui sont étudiées, on doit en fait, là, c'est indiqué pour le rivaroxaban et l'apixaban, on doit savoir la dernière dose que le patient a utilisée là, sur la molécule et aussi le temps que le patient a pris son anticoagulant. Puis on a 2 protocoles à faible ou à dose élevée qui sont décrits. Il y a, vous pourrez voir là, au niveau là, de l'article, il y a quand même la façon là, de le donner, là, c'est bien écrit là, en termes de protocole d'administration.
Maintenant, si on regarde un peu qu'est-ce que les lignes directrices là, recommandent de faire lors d'un saignement, la Société américaine d'hématologie, leur ligne directrice commence à dater un peu, là, 2018, donc avant la publication d'études importantes. Ils se prononcent seulement pour les saignements qui menacent la vie. Et là, à ce moment-ci, en 2018, ce qui suggérait pour les inhibiteurs du facteur 10 était l'arrêt de la médication et il mettait une recommandation conditionnelle où il ne pouvait pas trop se prononcer sur l'utilisation des concentrés de complexes de prothrombine, principalement parce qu'on a une incertitude par rapport à l'effet bénéfique et les risques thrombotiques associés. Pour le dabigatran, la recommandation était d'arrêter la molécule et d'utiliser notre antidote spécifique, l'idarucizumab. C'était encore une recommandation conditionnelle et où on spécifie qu'il faudrait vraiment que le saignement menace la vie parce que sinon, peut-être que les coûts surpassent les bénéfices potentiels. Le forum là, d'anticoagulation aux États-Unis, là, qui est quand même une source une source intéressante là, pour tout ce qui est en lien avec l'anticoagulation, a un algorithme là, présenté là, par, c'est en 2019 qu'ils ont fait ce guide clinique. Pour les saignements, il suggère d'utiliser un renversement lorsque vous avez un saignement qui met la vie en danger, un saignement qui ne répond pas aux mesures de support maximal ou dans un organe critique. Et les agents suggérés seraient d'utiliser des agents spécifiques propres à la molécule si disponible, sinon d'utiliser les concentrés de complexes de prothrombine à 4 facteurs. Puis les dernières lignes directrices là, que je voulais présenter, étant donné les hémorragies intracrâniennes, qui sont la complication qu'on craint beaucoup, la American Stroke Association recommande d'utiliser aussi les renversements spécifiques, les antidotes spécifiques, lorsqu'un patient présente une hémorragie intracrânienne spontanée et qu'il utilise un anticoagulant oral direct. Ce sont les deux là, recommandations à gauche de l'écran. C'est des recommandations 2A, donc de classe modérée, basées sur des études non randomisées, de qualité modérée aussi. Donc, à la lumière là, des données plus récentes, voici l'algorithme là, que je propose. C'est un algorithme là, de mon opinion. Un saignement majeur chez un patient qui a un anticoagulant, qui utilise un anticoagulant oral direct, l'arrêt de l'anticoagulant est nécessaire. On devrait évaluer si on a un effet significatif de cet anticoagulant-là, basé sur le moment de la dernière dose, ou idéalement si on a un dosage d'un paramètre de laboratoire spécifique. Si le patient utilise le dabigatran, on devrait se questionner est-ce que le saignement menace la vie ou est-ce qu'il ne répond pas au traitement de support. Si oui, on pourrait utiliser le renversement spécifique, l'idarucizumab. Sinon, on devrait continuer nos traitements de support. Si le patient utilise un inhibiteur du facteur 10 activé, on se questionne encore est-ce que c'est un saignement qui menace la vie ou qui ne répond pas au traitement de support, qui n'est pas un saignement intracrânien. Si oui, on pourrait utiliser un concentré de complexe de prothrombine pour le renversement non spécifique. Sinon, on devrait poursuivre le traitement de support. Peut-être que dans les prochains mois, on pourrait utiliser pour les saignements intracrâniens un renversement spécifique. Du moins, suite à nos discussions au CHUM, on considère d'offrir l'andexanet alpha sur les critères d'annexa I, donc pour les saignements intracrâniens. Alors, si on revient à nos cas cliniques, que faire avec notre patient qui présente un saignement majeur? Bon, on peut se questionner sur l'acide tranexamique. Ici, je ne pense pas que ce soit indiqué en raison du risque thrombotique élevé. On a quand même une thromboembolie veineuse dans les 2 derniers mois. De plus, c'est un segment artériel dans un tissu probablement qui n'a pas une grosse activité fibrinolytique. Donc, je pense qu'on pourrait ne pas utiliser l'acide tranexamique chez ce patient. On devrait utiliser un renversement, étant donné le segment majeur avec une instabilité hémodynamique, un site critique. Donc, on va utiliser les concentrés de complexe de prothrombine, une dose fixe de 2000 unités. L'élément important, encore une fois, parler avec l'angioradiologiste. L'angiographie démontre un segment actif et le patient peut avoir une embolisation et qui a été un succès et avec un arrêt du segment. Pour notre patiente qui présente l'hématurie macroscopique, c'est un segment cliniquement significatif, mais non majeur. Il n'y a pas d'indication d'utiliser une stratégie de renversement chez elle. On va continuer notre traitement de support. Maintenant que ces patients sont mieux, que le segment s'est arrêté, le segment arrêté, on doit se questionner est-ce qu'on doit réanticoaguler ces patients. Il y a 4 éléments principaux qu'on doit évaluer avant de prendre une décision.
on devrait revoir l'indication de l'anticoagulation initiale, ce qui revient à juger, à évaluer le risque thromboembolique de ce patient. Ensuite, on devrait évaluer le risque de récidive de saignement. On devrait évaluer quelle était la cause du saignement. Est-ce que des facteurs de risque modifiables majoraient ce risque, qui ne sont peut-être plus présents à la suite de tout ça. Puis, on devrait réévaluer le choix de l'anticoagulant, la dose, pour choisir l'anticoagulant qui a le meilleur profil d'inocuité spécifique à notre patient à ce moment-ci. Pour le risque thromboembolique, je ne vais pas m'étendre. J'ai mis un tableau là, qui commence à dater là, de 2012, qui résume bien là, les différentes indications. Donc, selon les indications là, d'anticoagulation, soit les valves mécaniques, la fibrillation auriculaire ou la thromboembolie veineuse, avec une stratification du risque, donc modéré, élevé ou faible. Le risque de saignement, qui est un élément pas toujours facile à évaluer, il y a différents outils cliniques qui peuvent nous aider. Le plus connu est le score de Hasbled, qui a été validé chez les patients qui ont une fibrillation auriculaire qui était traitée avec de la warfarine. Je vous ai mis les critères là, qui correspondent. En fait, là, c'est un acronyme avec les points associés. Un score de 3 ou plus est un haut risque de saignement. En thromboembolie veineuse, on a d'autres outils qui peuvent nous aider. Le VTE Bleed Score qui a été développé à partir là, de l'étude RECOVER qui avait évalué le dabigatran par rapport à la warfarine pour le traitement de la thromboembolie veineuse. Un score de 2 ou plus là, est un risque de saignement. L'autre outil qui peut nous aider est le score développé par l'American College of Chest Physicians qui, en fait, nous énumère les facteurs de risque, puis plus on a de facteurs de risque, plus le risque de saignement est élevé. Ce qui est intéressant dans ce score-là, c'est qu'on fait une catégorisation sur le moment de l'anticoagulant, donc les 3 premiers mois ou après les 3 premiers mois. C'est important parce qu'on sait que les patients naïfs à l'anticoagulation ont un risque de saignement plus élevé que ceux qui ont déjà toléré l'anticoagulation. C'est pas toujours facile à évaluer. Là. Habituellement, je fais plus de thromboembolie veineuse, mais pour des patients qui sont déjà anticoagulés depuis un certain temps, donc pas des patients naïfs à l'anticoagulation, j'utilise là, les variables qui prédisent systématiquement le saignement, soit l'utilisation d'antiplaquettaires, l'âge avancé, l'insuffisance rénale chronique ou les antécédents de saignement majeur. Habituellement, avec au moins 2 de ces facteurs de risque-là, on sait que le risque de saignement est plus que 3 % par année, c'est un risque élevé. Certains outils peuvent nous aider. Par exemple, le Spark Tool qui est accessible en ligne gratuitement. Vous pouvez entrer les informations du patient pour calculer son risque d'AVC à l'aide du CHA2DS2-VASc et le risque de saignement majeur avec le Hasbled. Puis, on peut avoir un effet là, bénéfique clinique net. Faites pas attention aux chiffres ici, là, j'ai pas rempli les données, mais on va le faire pour notre patient de voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis, on a selon chacun des traitements le risque de thromboembolie ou d'AVC annuel et le risque de saignement. On peut faire une décision éclairée sur le choix de la molécule si on a pris la décision d'anticoaguler le patient. Peut-être dans les 2 situations plus spécifiques, donc soit les saignements intracrâniens ou les saignements digestifs. Pour les saignements intracrâniens, c'est une décision multidisciplinaire qui implique nécessairement neurologue et ou neurochirurgien. Je vous donne des moments de reprise là, un peu généraux là, qui sont décrits dans la littérature, mais toujours à discuter, puis c'est selon la situation spécifique du patient. Mais habituellement, pour prendre une thromboprophylaxie quelques jours post-saignement, et on reprend une anticoagulation thérapeutique 4 semaines après l'événement. On peut parfois évaluer avec nos collègues neurologues ou neurochirurgiens si une reprise plus précoce peut être envisageable si l'hémorragie intracrânienne est stable et que le patient est à risque thromboembolique élevé, voire très élevé. Pour les saignements digestifs, encore une fois, important d'avoir une décision multidisciplinaire. Certains éléments, encore une fois, peut-être avec l'évaluation gastro-entérologique, mais l'indication d'un inhibiteur à la pompe à protons, l'éradication de H. pylori si c'est la cause du saignement. Et habituellement, les moments de reprise qui sont décrits sont 7 à 14 jours après l'événement. Il y a quand même des évidences qui démontrent une absence de bénéfice et une augmentation de risque de saignement avec une reprise là, dans les 7 premiers jours. Donc, on pourra attendre au moins 1 semaine après un saignement. Juste rapidement, qu'est-ce que les lignes directrices là, peuvent nous donner comme aide? Ça résume un peu ce que je viens de dire, mais l'Association d'électrophysiologie européenne
pour les segments intracrâniens, on mentionné des facteurs qui pourraient nous aider à prendre une décision pour évaluer le bénéfice clinique net. C'est un peu ceux que j'ai mentionnés. Pour les segments intracrâniens, on a d'autres facteurs là, qui peuvent être aussi, qui devraient être entrés en considération. Et vous avez les temps de reprise là, qui sont dans les petites boîtes vertes. Pour les segments intracrâniens, extracrâniens, on monte le plus rapidement possible. Encore une fois, peut-être les segments digestifs, on pourra attendre 7 jours. Pour les segments intracrâniens, on parle ici 4 à 8 semaines, mais après une décision multidisciplinaire, évidemment. La Société américaine d'hématologie, en 2018, là, dans les mêmes lignes directrices dont j'ai parlé un peu plus tôt, leur recommandation est que chez les patients qui ont survécu à un épisode de segment majeur, c'est de reprendre l'anticoagulation dans les 90 jours. C'est une recommandation qui s'applique pour les patients à risque thromboembolique modéré élevé qui ne sont pas au risque de segment. Les bénéfices qu'on escompte là, en reprenant l'anticoagulation, c'est les études ont démontré quand même une diminution de la mortalité de toute cause, avec un risque relatif de 0,62 qui était dont la limite supérieure à la 0,80, l'intervalle de confiance à la 0,89, puis une diminution des événements thromboemboliques, mais le tout au départ d'une augmentation du risque de segment majeur. Le risque associé là, dans les méta-analyses qui avaient été faites là, pour les lignes directrices, c'était d'1,57. Le moment de reprise qu'il suggère est entre 14 et mais pas plus tard que 90 jours après l'épisode de segment majeur. On pourra envisager un peu plus tôt si on a une cause de segment définie, connue et qui a été traitée. Donc, si on revient à nos cas, à nos 2 patients qu'on a suivis là, au cours de la présentation de ce soir, notre premier patient présente un haut risque thrombotique avec une thromboembolie veineuse aiguë de moins de 3 mois, a par contre un risque de segment élevé. Ma suggestion serait d'initier une thromboprophylaxie dans les jours suivants et de reprendre l'anticoagulation thérapeutique dans la semaine suivante en prenant pour acquis que le segment a été contrôlé, qu'il n'y a pas de récidive. Deux attitudes possibles. On peut reprendre une héparine de bas poids moléculaire à dose croissante, puis lorsque toléré, reprendre un anticoagulant oral direct. Ou on pourrait débuter d'enlever l'anticoagulant oral direct. On pourrait discuter du choix puis essayer de choisir une molécule qui a un profil d'innocuité favorable en termes de segment. Vous devriez aussi réévaluer votre patient après la période de traitement aigu de sa thromboembolie veineuse, donc après les 3 à 6 premiers mois de traitement, pour décider est-ce que ce patient se mériterait une prévention secondaire. Et là, vous devriez refaire votre évaluation avec le risque thrombotique qui ne sera plus élevé après 3 mois, mais et le risque de saignement qui peut-être lui a diminué s'il y avait des facteurs de risque modifiables. Finalement, pour notre dame avec l'hématurie, on va évaluer la reprise lorsqu'il n'y aura plus de saignement et qu'on aura déterminé la cause, d'où l'importance de l'évaluation urologique, probablement d'une cystoscopie. Notre attitude sera probablement très différente si, par exemple, on avait une lithiase vésicale qui entraînait le saignement versus une tumeur vésicale avec un potentiel de résection difficile. Dans ce cas-là, probablement là, que notre attitude va changer. On peut utiliser l'outil dont j'ai mentionné, le Spark Tool. Ici, j'ai mis les informations pour notre patient. Puis quand on regarde le bénéfice clinique net qui semble le mieux, donc le plus d'AVC prévenu par rapport au segment majeur, l'édoxaban à dose de 30 mg semble être le plus favorable. Il faudrait s'assurer que la patiente répond aux critères de réduction de dose de l'édoxaban, qui est le poids. Sinon, l'apixaban semble être la dose, ça semble être celui qui a aussi le plus de l'effet clinique bénéfique le plus favorable. Ça termine la présentation. Je vais passer sur les messages clés que j'espère que vous pourrez retenir ce soir. J'espère avoir répondu aux objectifs naturellement. Donc, le risque de saignement, surtout pour les saignements intracrâniens, est réduit avec l'utilisation des anticoagulants oraux directs, mais il reste tout de même important, de l'ordre d'à peu près 1,4 à 3,6 % par année en fibrillation auriculaire, puis jusqu'à 1 % dans les 6 premiers mois de traitement d'une thromboembolie veineuse aiguë. La létalité d'un saignement majeur, lorsque le patient présente un saignement majeur, les risques d'en décéder sont tout de même importants. La prise en charge d'un saignement nécessite l'arrêt de l'anticoagulant oral direct, du moins temporairement, et un traitement de support. On devrait considérer d'utiliser un agent de renversement pour les cas sévères qui répondent pas aux mesures initiales. Un agent spécifique est disponible pour le dabigatran. Un agent spécifique n'est pas encore disponible pour existe, mais n'est pas disponible pour l'instant pour les inhibiteurs du facteur 10 activé. La publication toute récente d'Annexa I pourrait changer la donne puis nous permettre peut-être éventuellement l'utiliser dans du moins les cas plus graves dont les hémorragies intracrâniennes. Pour l'instant, on a un agent non spécifique qui est disponible et concentré de complexe de prothrombine à 4 facteurs.
Finalement, la reprise de l'anticoagulant, si elle est indiquée après un saignement majeur, semble diminuer les risques thromboemboliques et la mortalité, mais au départ d'une augmentation du risque de récidive de saignement. Et la décision de reprendre ou non repose souvent sur une évaluation multidisciplinaire et une évaluation du risque thrombotique et des saignements est nécessaire. Je vous remercie. Je suis disponible pour prendre les questions. J'ai laissé plusieurs références à la fin de la présentation. J'ai dû passer rapidement sur plusieurs éléments, mais les références sont plus complètes s'il y a certains éléments qui nécessitent clarification. Merci. Alors, merci Julien. Excellente présentation, très détaillée. Merci pour les références qui s'y additionnent. Alors, on va passer aux questions et on va y répondre un peu dans l'ordre, en fait, de la présentation. Alors, le premier groupe de questions serait le suivant. Quels sont les tests qui sont disponibles ailleurs que dans les grands centres? On pourrait les regrouper en temps de thrombine, temps d'écarine, puis ensuite l'anti-DISA. Puis là, j'aurai une sous-question pour l'anti-DISA. Donc, qu'en est-il de ces tests-là à l'extérieur des grands centres? Oui, c'est une bonne question. Pratiquant dans un grand centre, j'ai la chance que ce soit disponible. Je ne peux pas vous dire, là, je ne sais pas le temps de roulement puis combien de temps vous pourrez avoir une réponse à ça. Nous, au CHUM, si j'appelle au laboratoire, je peux avoir la réponse très rapidement, puis ça peut m'aider à changer la conduite rapidement, mais je ne peux pas mentionner sur la disponibilité ailleurs. Probablement qu'il y a quelqu'un là qui est plus au fait là, de la situation au laboratoire d'hématologie pour répondre, mais je ne connais pas la réponse à cette question-là, malheureusement. Sinon, le temps de thrombine, ça, c'est accessible partout, probablement très rapidement. Là, c'est un test de coagulation là, au même titre que le PTT ou l'ENR qui devrait être disponible rapidement, mais qui est seulement utilisable pour le dabigatran. Pour les autres, les inhibiteurs du facteur 10 activé, tous nos tests de coagulation standard ne sont pas sensibles, pourront pas vous aider pour déterminer s'il y a un effet significatif d'anticoagulant. Vous allez devoir vous rabattre sur le moment de la dernière prise du médicament. Merci. Julien, dis-moi, le dosage d'anti-DISA qui peut être spécifique pour chaque anticoagulant oral, s'il n'est pas disponible, comme il ne l'est pas de facto dans plusieurs centres périphériques, est-ce qu'on peut demander le test anti-DISA dirigé pour une héparine à bois pas moléculaire, compte tenu d'une publication intéressante là, à cet effet-là? C'est une bonne question. Encore une fois, là, je me référais à un hématologue là, pour ça. Comme je vous dis, nous, au CHUM, on écrit dosage de la molécule et c'est automatiquement calibré. Je pourrais pas vous dire si d'utiliser l'anti-DISA calibré pour l'enoxaparine, par exemple, serait adéquat. Là. Je m'avancerais sur un sujet que je connais moins ici. Là. D'accord, je te remercie, Julien. Parce qu'il y a une publication, mais une seule à cet effet qui semblait démontrer que c'était comparable et que à défaut d'avoir le dosage spécifique pour la molécule, on pourrait à la limite l'utiliser. Bon, assez dit là-dessus. Autre question, l'acide tranexamique. Il y a une question plus spécifique. Si le patient est traité pour un anticoagulant lupique, est-ce qu'il y aurait une crainte d'utiliser l'acide tranexamique en termes de risque thrombotique en raison de cette pathologie-là en particulier? Bien, il y a toujours une crainte des événements thromboemboliques avec l'acide tranexamique. Plus le risque thrombotique de base est élevé, plus le risque est probablement élevé avec l'ajout d'un antifibrinolytique. On sait que les anticoagulants lipiques, anciennement phospholipides, sont des maladies très pro-thrombotiques. Donc oui, il pourrait y avoir une crainte de l'utiliser. Ceci étant dit, dans la plupart des études, on a peu d'évidence qu'il y a une augmentation là, des événements thromboemboliques veineux avec l'exclusion des patients au risque thrombotique, évidemment. Dans une optique où vous avez, par exemple, un saignement d'un tissu à haute activité fibrinolytique, je pense que l'utilisation serait raisonnable si vous avez un saignement important, mais c'est toujours d'évaluer le risque et le bénéfice. Puis je l'éviterais si vous avez un saignement qui n'est pas dans un tissu à une haute activité fibrinolytique, parce que là, les bénéfices sont probablement nuls, voire marginaux, puis vous avez quand même un risque. Mais par exemple, pour des ménométrorragies importantes, ça pourrait être considéré, peu importe la pathologie thrombotique de base. Merci, Julien. Tu as mentionné, reflétant ainsi la monographie, que l'indication officielle pour l'instant est de l'utilisation avec le rivaroxaban et l'apixaban.
Pourrais-tu commenter un peu quand même sur l'édoxaban, vu que dans Annexa I, il y a un certain pourcentage des patients, là, je ne me rappelle plus, je sais qu'il est, je pense, inférieur à 10 mais pourrait-il, par extension, être utilisé, même si ce n'est pas dans la monographie, compte tenu que dans les études, il y avait quand même quelques patients? Oui, autant dans Annexa I qu'Annexa 4, il y avait quelques patients sous edoxaban. On a juste beaucoup moins de données. Je n'ai pas vu non plus, probablement qu'on va avoir des études de sous-groupes selon, mais dans Annexa I, je viens de revoir la population, c'est moins de 10 qui étaient sous edoxaban. Même chose là, pour Annexa 4, si je me souviens bien, c'est 10 à 20 patients là, sur les 300 patients. Bon, ceci étant dit, c'est un inhibiteur du facteur 10 activé qui a probablement le même effet que le rivaroxaban et l'apixaban. Si l'andexanet alpha devient disponible et qu'on veut l'utiliser, qu'un patient qui a un segment qui met sa vie en danger sous edoxaban, ce serait une utilisation hors indication en considérant les risques et bénéfices suite à la discussion avec le patient et des collègues. Là, mais personnellement, je ne vois pas vraiment pourquoi ça devrait être différent, mais on n'a pas de données actuellement là, pour sous-tendre ça d'évidence forte, du moins. Merci, Julien. Autre question sur la durée d'action des antidotes. Alors, la durée d'action, par exemple, des complexes prothrombiniques, la durée d'action de l'idarucizumab et la durée d'action, finalement, des infusions d'andaxénet. Peux-tu, s'il te plaît, les comparer? Comme ça, rapidement, là, je ne pourrais pas les comparer tous. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la publication de Reverse-CD pour l'idarucizumab, il y avait peu de patients qui avaient nécessité un deuxième retraitement. J'ai pas les données pour l'andexanet alpha, puis habituellement, pour les concentrés de complexe de prothrombine, on donne une dose fixe, puis la dose n'est pas répétée. Mais oui, il pourrait y avoir un effet quand même rebond, étant donné là, que la durée d'action est plus courte que l'effet de nos anticoagulants oraux directs. Par contre, si vous regardez les renseignements, là, dans la plupart, étaient pas très élevés, donc probablement qu'une dose est suffisante, mais surtout pour l'idarucizumab, c'était là que là, j'ai plus vu les données là, dans l'étude Reverse-CD, puis il y avait peu de patients qui avaient dû avoir une autre dose. Merci. Il y a une question plus spécifique pour le cas numéro 1. Il y a un participant qui demande si on aurait pu considérer la pose d'un filtre dans la veine cave inférieure. Oui, ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation, mais personnellement, pour une thromboembolie veineuse de plus qu'un mois, je n'utilise pas les fils de la veine cave. Ce serait vraiment dans un patient qui a un événement très aigu dans les 2 à 4 premières semaines et qui a une contre-indication d'anticoagulation. Sinon, je n'installerai pas de filtre. Merci. Tu as mentionné différents scores. Pour revenir au score Hasblend qui est utilisé pour le Coumadin, il y a des gens qui se demandent est-ce que ce risque de segment-là pourrait être utilisé sous anticoagulant oral direct? Oui, par défaut, c'est ce qu'on utilise là, si on veut évaluer le risque d'un segment chez un patient qui a une fibrillation auriculaire puis qu'on va utiliser un anticoagulant oral direct. Je faisais juste surtout mentionner que le score a été validé chez les patients qui ont une fibrillation auriculaire avec un traitement de warfarine. Les anticoagulants en direct saignent moins, donc peut-être que les risques sont un peu moins de saignements associés, mais c'est ce qu'on utilise malgré le fait que c'est pas validé. Là. Il y a probablement eu des publications là, que je n'ai pas révisées là, avec les anticoagulants en direct, mais la validation initiale était avec la warfarine. Merci. Autre question, comment est-ce que le résultat du dosage d'antidessa spécifique à un anticoagulant oral direct pourrait modifier la prise en charge, de le savoir vs pas le savoir, alors que, mettons, on connaît, pour être plus précis, mettons la dose, et puis on connaît la dose reçue, donc puis le délai. Qu'est-ce que ça donnerait de plus d'avoir le dosage d'antidessa, d'après toi? Oui, c'est une bonne question. Le dosage, en fait, c'est pour confirmer qu'on a un effet cliniquement significatif. Comme vous dites, c'est peut-être pas nécessaire si on sait que le patient l'a pris récemment. Un des problématiques, comme vous le savez, c'est qu'on n'a pas toujours une histoire fiable, du moins avec le patient. C'est pas toujours évident non plus rapidement d'avoir des réponses là, à l'aide d'informations collatérales. Donc, ça pourrait confirmer. On a quand même des fois des surprises, un patient qui nous dit l'avoir pris la veille peut-être, là, qui a manqué une dose ou deux, mais finalement on a un dosage bas, donc on peut se questionner sur la prise réelle. Donc ça peut nous aider. Le but en fait est de ne pas utiliser
d'agents de renversement. Si c'est pas nécessaire, chez des patients qu'on a arrêté l'anticoagulation, qui ont quand même un risque, qui prennent l'anticoagulation pour une maladie thromboembolique, là, donc il y a quand même un risque. Si on ne le sait pas, par contre, on peut se fier vraiment à la prise, puis peut-être qu'on va en utiliser où on aurait pu éviter si on avait ce dosage-là. Donc, ça serait surtout dans ce contexte-là là, que je pense peut changer la conduite, de confirmer qu'on a vraiment un effet significatif. Merci. En fonction de, mettons, une hémorragie digestive, pourrais-tu commenter un peu sur l'arrêt d'une semaine? Est-ce que ça pourrait dépendre de la cause plus précise de saignement? Oui, définitivement. Hein. Un ulcère qui finalement vous avez l'OGD puis a été traité à la gastroscopie de façon et que le gastro-entérologue mentionne qu'il n'y a pas de crainte de reprendre l'anticoagulant dans les jours suivants, tout à fait. Des fois, c'est pas toujours aussi évident. Des fois, on trouve pas non plus la cause. Hein. Par exemple, une angiodysplasie du grêle, vous pourriez ne pas avoir un traitement ciblé. Donc, dans ce cas-là, ça vaudrait la peine d'attendre quelques jours. Mais oui, si vous avez une cause, par exemple, le cas numéro 1, une embolisation là, qui a eu un succès, le patient va cliniquement bien, on serait peut-être pas obligé d'attendre une semaine. Merci. Une question aussi assez pointue. Si on utilise ou si on prévoit poser un filtre de la veine cave inférieure, est-ce qu'il serait utile d'avoir un Doppler veineux à la recherche d'une thrombophlébite pour mieux prendre une décision éclairée, mettons? C'est une bonne question. La réponse à ça, c'est qu'on ne sait pas. Ma pratique est de ne pas nécessairement avoir de Doppler. Si le patient a un risque thromboembolique, qu'il y a une thrombophlébite profonde ou pas, si le risque est élevé, par exemple, dans le premier mois, les chances d'avoir un événement sont assez élevées que ça justifie un filtre, selon moi. Donc, je ne fais pas de Doppler d'emblée. La plupart du temps, si j'ai accès au Doppler, je vais le faire, mais ça serait pas ne pas avoir de Doppler ne me limiterait pas à installer le filtre chez un patient là, qui est dans la période là, d'un mois après son événement. Merci. Maintenant, une question peut-être un peu parallèle. Là. Si on change d'un anticoagulant à un autre, pour quelque raison que ce soit, est-ce qu'il y a une utilité de faire un dosage de l'activité anti-10A? Donc, chez un patient qui n'est pas en contexte de saignement. Oui, mettons que je n'ai pas le détail dans la question, là, mais mettons oui, qui n'est pas dans une... De façon générale, on ne devrait pas utiliser les anti-DSA pour monitorer l'effet des anticoagulants oraux directs. On devrait les utiliser à la bonne dose et d'utiliser les critères de réduction de dose qui sont décrits pour chacune des molécules. Mais on devrait utiliser la bonne dose pour chaque patient. Il n'y aurait pas d'indication de faire un dosage d'anti-DSA si, par exemple, vous passez du rivaroxaban à l'apixaban. Les dosages, habituellement, on les réserve pour les cas très spécifiques où on a des craintes par rapport à l'absorption ou à l'accumulation. Mais pour moi, c'est pas spécifique à une molécule. Puis si on fait le changement en respectant les doses des indications des posologies décrites, je pense pas qu'il y a d'intérêt à faire un dosage d'anti-DSA pour l'efficacité. Les niveaux décrits pour l'efficacité et pour les risques de récidive thromboembolique sont aussi pas très bien définis. Donc, c'est pas toujours évident. Puis en plus, vous saurez pas non plus trop quoi faire. Vous n'allez pas augmenter votre dose d'anticoagulant si vous n'êtes pas dans le bon intervalle thérapeutique. Donc, c'est pas une pratique là, que j'encourage ou que j'utilise personnellement. D'accord, merci. Une autre question, comment est-ce qu'on évaluerait le risque de saignement chez un patient qui a une maladie de von Willebrand? C'est une bonne question. Là. Je vois peu de patients là, qui ont des troubles hématologiques qui saignent. Habituellement, je demande une consultation à mes collègues hématologues, mais le risque de saignement est probablement élevé dû à sa maladie. Bon, même si c'est plus l'aspect sur les plaquettes, mais disons que je serais réticent d'anticoaguler ce patient, surtout s'il y a déjà un épisode de saignement en plus, là, mais s'il n'y a pas de saignement, je serais réticent à une anticoagulation à long terme, là, à moins que d'une discussion avec l'hématologue, là, mais c'est sûr que c'est des patients qui sont plus à risque. Là. Merci. Une autre question intéressante qui vient juste de rentrer. Je vais la lire, Julien, parce qu'elle est détaillée. J'ai retenu les chiffres présentés. Mortalité globale suite à un segment sous NACO, 10% dans l'étude Real World américain. La mortalité avec utilisation de complexes 4 facteurs était aussi de l'ordre de 10%.
et l'andexanète 6 %. Alors, la question du participant, comment on justifie d'utiliser des complexes de prothrombine avec des chiffres comme ça, même si ce n'est pas des études head-to-head? C'est une excellente question. Puis, effectivement, c'est l'efficacité ou l'inefficacité des complexes de prothrombine là, est quelque chose qui se discute. On a vu là quand même une diminution de la mortalité avec l'andexanète alpha. Un des éléments à garder en tête, c'est le coût de la molécule qui limite son utilisation. Peut-être que les résultats d'Annexaï vont nous permettre d'utiliser cette molécule-là, mais il va falloir que ça soit avec une population bien ciblée. Les hémorragies intracrâniennes seraient une population bien ciblée parce que les coûts sont assez élevés si on compare aux autres molécules. Hein. De l'ordre peut-être là, des chiffres, là, mais un traitement à dose élevée d'andexanète alpha actuellement, c'est de plus que 40 000 $. Quand on regarde là, un traitement complet d'hidarucizumab, c'est à peu près 1 900 $. Donc, les coûts sont quand même très élevés. Ça va prendre une population bien définie. Je pense pas qu'on va y avoir accès pour segment majeur all-comers parce que les coûts pourraient être très élevés, mais une population bien définie comme les segments intracrâniens, personnellement, moi, je pense que ça serait justifiable qu'on ait accès à cette molécule-là. Et suite à nos discussions au CHUM, du moins avec nos collègues hématologues et neurologues vasculaires, on aimerait beaucoup pouvoir offrir cette molécule-là selon les critères d'Annexa I. Oui, très bien. Il y a une question que j'avais moi-même puis qui m'a échappé pendant que tu répondais. Alors, je vais en lire un autre. Il y a quelqu'un qui nous présente un patient sous Eliquis pour une fibrillation auriculaire. Il y a un médecin qui veut le changer pour le dabigatran sous prétexte que le patient a déjà saigné de façon majeure et que le dabigatran a un antidote spécifique actuellement disponible. Est-ce que tu recommanderais de faire ça ou tu juges que les données sont insuffisantes? Ça dépend encore l'évaluation, la cause de saignement. Est-ce que le saignement a été, est-ce qu'on avait une cause définie qui a été bien traitée? Personnellement, j'utiliserais là, le Spark Tool pour voir l'effet clinique bénéfique. Habituellement, le dabigatran a quand même un peu plus de saignement que l'apixaban, par exemple, de base. Si vous regardez là, les données, par exemple, on pourrait revenir à notre patiente, là, mais le saignement. De plus, l'élément qui nous limite, c'est quand même là, la clairance rénale importante du dabigatran, qui est souvent un élément, du moins chez les patients que je vois, qui ont des insuffisances rénales chroniques avec souvent des épisodes d'insuffisance rénale aiguë qui pourraient entraîner là, une accumulation du médicament. Personnellement, l'accès à un antidote actuellement n'est pas souvent quelque chose que j'utilise comme j'utilise plus en fait le profil d'innocuité du médicament en tant que tel pour décider. Puis j'utilise aussi voir un peu est-ce que j'ai accès à des doses réduites. Par exemple, en fibrillation auriculaire, c'est un patient de petit poids avec une créatinine élevée et d'âge avancé, là peut-être que l'apixaban en dose réduite serait une alternative plutôt que d'utiliser le dabigatran. J'utilise très peu le dabigatran justement à cause de la clairance rénale et le fait que beaucoup de mes patients ont des fonctions rénales un peu limites. J'aurais peur qu'il y ait une accumulation. On va prendre une toute dernière question clinique avant de passer la parole à Michel, parce que nous avons écoulé notre temps. Alors, mais elle est intéressante, la question. Utilisez-vous une dose diminuée d'un AOD si un patient a fait des segments à la dose usuelle selon les critères d'ajustement? Donc, par exemple, utiliser 2,5 deux fois par jour, même si le patient ne répond pas aux 2 critères habituels sur 3. En fait, si le patient fait de la fibrillation auriculaire et qui ne répond pas aux critères, je pense pas qu'il y a un bénéfice d'utiliser. Là, ça sera pas la bonne dose pour lui. En thromboembolie veineuse aiguë, la question peut se poser parce que, après 6 mois de traitement pour une thromboembolie veineuse non provoquée, on pourrait réduire la dose. Garder en tête peut-être aussi que du moins, là, je connais plus les données en thromboembolie veineuse aiguë, mais l'utilisation d'apixaban à dose réduite dans l'étude Amplify Extended est associée à une diminution des segments cliniquement significatifs, mais non majeurs. Mais les segments majeurs avaient peu de différence entre les deux groupes. Hein. Donc, personnellement,
la réponse, disons, de façon claire serait oui en thromboembolie veineuse aiguë si on veut diminuer les saignements cliniquement significatifs mais non majeurs. En fibrillation auriculaire, j'utiliserais les critères de dose réduite. Vous pourriez, par exemple, par contre, regarder pour une autre molécule, par exemple l'edoxaban, que la dose réduite là, pour les patients de faible poids à 60 kg. Donc, j'essaierais plutôt de naviguer entre mes molécules pour trouver celui qui a le meilleur profil d'innocuité, mais aux bonnes doses décrites. Merci, Dr. Dastou. Merci, Dr. Roussin. Je vais utiliser mon privilège de président peut-être pour poser une dernière question. Je me demande si n'importe lequel de vous deux là, qui a beaucoup d'expérience dans ça avait déjà utilisé la dialyse pour un patient qui aurait un saignement majeur sous dabigatran. Personnellement, Jean, j'ai pas d'expérience, mais c'est effectivement, j'ai passé peut-être rapidement, mais dans les recommandations de l'American Stroke Association, dans la colonne de droite, il y avait des recommandations. Puis pour un patient qui a une hémorragie intracrânienne sous dabigatran, il y avait une recommandation. C'était un niveau plus faible d'évidence, mais qui était quand même une recommandation. Ça pourrait certainement être à considérer selon la sévérité du saignement, mais aussi l'accès à une molécule de renversement et à discuter là, est-ce que ça pourrait aider. Je suis pas au fait d'études, par contre, là, qui a utilisé ça, puis je n'ai pas non plus utilisé ça dans ces contextes-là. En plus, mes collègues intensivistes qui auraient utilisé dans ces situations-là. Mais c'est une excellente question. Puis oui, il y a une recommandation à cet effet qui a été émise. Là. Excellent. Mais moi, personnellement, j'ai jamais vu ça à l'hôpital Maisonneuve, mais je pense que c'est peut-être des vieilles considérations qui sont apparues au début de la commercialisation du dabigatran, même avant l'apparition de son antidote. Puis là, maintenant qu'il y a eu l'antidote, je pense qu'on n'entend plus parler là, de ça. C'est ça. Alors, 10 minutes, injecter les 2 ampoules de 2,5 grammes, ça fait que la pertinence de la dialyse, il n'y en a plus. Exact. Préparer une dialyse, c'est quand même relativement long. Il faut installer le cathéter, faire venir une infirmière, la machine, etc.